Nous allons donc justement avoir l'intervention de Laurence Gauthier qui nous parlera de la place de la gouvernance territoriale dans la transition énergétique. Laurence, Laurence, je vais donc te présenter. Laurence, donc, après une carrière professionnelle dans la communication et le développement économique dans les Bouches-du-Rhône, tu as créé en Seine-et-Loire, où tu vis désormais avec ta famille, ton activité de conseil auprès de jeunes entreprises innovantes, utilisant le travail à distance dès 2007. 10 ans plus tard, en 2017, avec ton expérience dans les ruralités, justement, tu as été choisi par les équipes de La République En Marche pour accompagner les initiatives citoyennes dans les territoires ruraux. En ce début d'année 2023, Laurence, donc, tu deviens libérale en tant que directrice de projet et contribues au développement et à l'ancrage territorial d'associations liées à l'égalité des chances, la jeunesse, l'équité territoriale, au service de l'économie sociale, solidaire et durable. Laurence, c'est à toi. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Je vérifie que le volume sonore est suffisant. Tout le monde entend bien? Parfait. Donc, vous comprenez ici que je m'inscris non pas dans une démarche de chercheuse, hein, parce que je ne le suis pas, même si je cherche beaucoup, j'essaye beaucoup de trouver aussi. Et la question que j'estime pouvoir, sur laquelle j'estime pouvoir vous éclairer à la demande de Gwenaëlle, elle ne concerne pas mon expérience en sol d'Afrique, mais plutôt en arpentant les territoires ruraux et notamment donc plutôt les élus locaux. Donc la question qui nous est posée, en tout cas celle auquel je vais essayer de répondre, c'est comment on peut faire pour rendre chaque territoire résilient. C'est un mot à la mode, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et effectivement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est transformer un territoire, anticiper les crises, hein, qui est le sujet du jour, pour mieux les affronter. C'est moins du curatif que du préventif, même si déjà on est dans le curatif, mais le plus on sera dans l'anticipation et le mieux on a des chances d'arriver à éviter les catastrophes, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc en France, ça devrait être un objectif prioritaire des responsables politiques locaux, des élus locaux. Pas encore. Et pourtant, 38% des ménages sont chauffés au gaz en France. Et 3/4 des actifs utilisent leur voiture, par exemple, au quotidien. Donc, c'est dire si la vulnérabilité des citoyens français est immense, là aussi. Alors, cette dérive climatique, elle menace tout le monde. Et ce qui est le plus menaçant, en vérité, c'est l'inaction. C'est le fait de ne pas agir. C'est le fait de ne pas se décider. Et c'est toute la complexité, mot qui est revenu déjà dans notre après-midi commun, c'est que cet effort collectif, il faut vraiment renouveler les liens sociaux pour arriver à répondre à ces enjeux. Et donc, ça veut dire que d'abord, les élus locaux, qui sont quand même des repères très importants, notamment dans les territoires ruraux, parce que rien ne se fait sans le lien avec l'élu local, c'est à eux de lancer les chantiers de la transformation. Et le succès de ces chantiers, qui sont souvent clivants, parce qu'en fait, c'est des choix qui sont à faire, des arbitrages, et forcément, sur un même territoire, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même vision des choses et de ce qui est à faire. Ça va dépendre en premier lieu de leur détermination. Et pour répondre là, dans la continuité de ce que nous parlions, tout n'est pas qu'une question de finance. Bien sûr, c'est bien la finance, mais ce qui est bien, c'est aussi des objectifs connus, clairs et une autre capacité à s'organiser. Donc, ça veut dire une nouvelle grammaire qui réclame de la formation et du temps. Et ça, c'est pour ça qu'il faut démarrer tôt, pour être acquise, entendue et acceptée. Donc, les élus locaux doivent dès maintenant ouvrir les chantiers qui permettent l'atteinte de cet objectif. Il faut qu'ils aient conscience de leur importance. Il faut souvent, en fait, commencer d'arrêter de mal faire, plutôt pour ne pas aggraver les vulnérabilités. Et donc, ça veut dire renoncer.
Et renoncer, c'est ce qui est sûrement le plus difficile à faire pour un élu local, puisque, j'allais dire, quasiment tous nos programmes électoraux très peu sont sur la promesse de renoncement. Parce que tout simplement, on n'est pas élu. Donc, il y a déjà une injonction contraire dans la posture de l'élu local et qui est compliquée. Alors, comment s'y prendre? Je m'appuie pour ce point sur tout le travail qu'a fait les shifters, qui ont fait des préconisations très détaillées, très fouillées, très nourries à destination des territoires. D'abord, faisons des choses simples. La fameuse boîte à outils qui permet de convaincre et de mobiliser sur son territoire. La première préconisation, c'est de comprendre. C'est ce qu'on essaye de faire cet après-midi, mais c'est ce que nous devons tous faire à l'échelon d'un territoire, où qu'on soit en Afrique et partout dans le monde, comprendre, prendre le temps de comprendre et de partager les enjeux. De mobiliser, c'est-à-dire bâtir à partir de cette compréhension collective, avec parfois évidemment des différences dans la perception, mais bâtir un nouveau projet de territoire sobre, résilient et désirable. Et enfin, 3, mais c'est en parallèle, réorienter, c'est-à-dire aligner toute son action sur la nouvelle vision et ses objectifs de résilience et de transition écologique. Et quand je dis transition écologique, vous le savez, puisque vous travaillez tous sur ce domaine, c'est aussi social et économique. Hein. C'est les 3 piliers. On a bien entendu tous les problèmes de sécurité, ce que ça pose ensuite comme impossibilité de transformer son territoire. Alors, je reprends les conditions de succès. 1, former. La transition ne peut pas s'accomplir dans l'approximation ou la demi-mesure. J'ai régulièrement des disputes assez intenses avec mon fils, mais en même temps, il pourra toujours me donner le pion parce que lui est prof de physique et de chimie et que moi, je n'y connais pas grand-chose en vérité. Et donc, en la matière, on est souvent contre-intuitif. Et donc, ce qui nous paraît essentiel et qui passe des fois dans les médias, les réseaux sociaux, etc., c'est pas forcément la vérité, au moins la vérité scientifique. Donc, la mauvaise compréhension de notions telles que la neutralité carbone, la réduction de l'artificialisation, puis en plus, ça a toujours des noms un peu compliqués, l'autonomie énergétique alimentaire, ça fait des objectifs incohérents et voire nuisibles. On met là-dessus quelques lobbies qui nous distillent un peu de contre-vérité et on est mal. Parce que c'est vrai que ça veut dire un travail ciblé. Donc, de la qualité de l'appropriation du diagnostic et de la gravité du diagnostic découle l'ambition et la pertinence des réponses apportées. Cette compréhension aide à ramener des notions abstraites comme le réchauffement climatique global à des enjeux locaux concrets de sécurité et de bien-être. Et je redis ce mot de sécurité parce qu'en fait, la sécurité, il y a une perception de sécurité globale. Là, on vient d'entendre des cas graves de non-sécurité, évidemment, de dangerosité. Mais en fait, en réalité, quand on parle de nos territoires ici, bien sûr qu'il y a des incivilités, etc., mais c'est autre chose. C'est la sécurité nationale, il y a la perception est quand même très différente de ce que vivent les gens au quotidien. Et donc, par contre, avoir des catastrophes écologiques comme j'ai eu par exemple cet été en Saône-et-Loire où la grêle s'est abattue et où depuis plein de gens n'ont pas eu plus de toit et où les assurances n'ont pas toujours pris en charge, effectivement, il y a une sensation d'insécurité très très grande. De même quand la maison risque d'être inondée chaque année, etc., etc. Donc, cette notion d'insécurité climatique, elle est très très importante parce que il faut qu'on arrive à ramener ces enjeux à des enjeux locaux concrets. Et c'est en train de se passer de fait, puisque les gens vivent maintenant plus en plus, cette insécurité climatique là où ils vivent. Donc, la formation de l'ensemble des élus et des agents des collectivités est une priorité. Le partage à l'ensemble des parties prenantes du territoire permettra un dialogue, la compréhension et la qualité des arbitrages politiques.
Donc ça, c'est la première condition de succès. Et on a des initiatives que vous connaissez forcément, comme la fresque du climat, etc., mais qui permet vraiment d'être des éléments déclencheurs de compréhension des priorités, etc. Deux, les conditions de succès, la deuxième, qui est aussi importante, c'est évidemment de partir des aménités locales. Chaque territoire doit s'adapter en fonction de ses atouts, de ses différences. Enfin, c'est très, très différent de discuter dans le pays charolais-brionnais où j'habite d'enjeux concrets de transition écologique et en Seine-Saint-Denis. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de partir de son territoire, des atouts de son territoire, de bien le connaître pour pouvoir élaborer ce projet de territoire. 3, esprit de coopération. Alors, c'est un mot qui revient souvent, mais alors, à l'échelle d'un territoire, c'est une autre paire de manches. Un besoin de coordination et de coopération autour d'objectifs partagés. C'est des choses qu'on écrit dans les chartes du management, etc. Quand on l'écrit dans un territoire, c'est difficile, vraiment difficile. Les individus, et alors l'absence de coordination et de coopération sur les territoires, qui très souvent démarre parce qu'il manque des lieux. Quand on a des lieux, on va le dire de manière positive, quand on a des lieux de rencontre et d'espace et déjà de débats citoyens, etc., ce sont des bons endroits où on peut le construire, cet esprit de collaboration. Ou, par exemple, quand on parlait des jeunes tout à l'heure dans les pays d'Afrique, des conseils municipaux des jeunes qui, eux, portent cette cause évidemment avec colère bien souvent et plus de radicalité de la transition écologique. Quand il y a déjà des lieux comme ça où les citoyens et les jeunes citoyens sont engagés, on a plus de… Ce sont des atouts pour développer cet esprit de coopération. Et donc ça c'est le 3. C'est vraiment l'esprit de coopération qui est nécessaire. Et puis 4, comme facteur clé de succès, je dirais aussi que dans la manière de le présenter, il faut aussi savoir, pour l'élu local, savoir le présenter en montrant les innombrables bénéfices. Parce que la transformation est porteuse de bénéfices. Ça n'est pas que des drames, c'est-à-dire que ça va être des drames, mais il y a aussi la qualité de vie, le bien-être, la sécurité, moins de pollution, une meilleure alimentation, moins de précarité énergétique, plus de marche et de vélo, des espaces publics qui favorisent le lien social. Ça aura tout cela, on aura des effets bénéfices directs sur la santé physique et mentale de la population. Donc, on doit aussi rassembler tous ces objectifs-là et ne pas décorréler cet engagement pour la transition écologique des autres aspects de bien vivre, de mieux vivre, avec des indicateurs. Et les indicateurs commencent à venir, notamment, je travaille avec la Fabrique Spinoza qui est en train de monter, enfin d'améliorer les indicateurs de bonheur sur les territoires. Et rien de mieux que des bons indicateurs pour rendre compte des progrès et pour rendre visibles les efforts, les avantages des effets faits. Donc, la résilience implique pour un territoire plus de coopération et de solidarité au sein du territoire, comme entre les territoires. Elle peut devenir un projet commun fédérateur et enthousiasmant pour des concitoyens souvent désabusés ou désorientés. Et on a remarqué que c'était un peu le cas. On est quand même assez nombreux à être désorientés ou désabusés. Donc, je ne serai pas très longue. Je vais maintenant vous donner quelques outils qui s'élaborent au service des collectivités qui s'engagent pour qu'elles soient accompagnées, ce soit des outils méthodologiques, mais aussi des ressources financières. La première, enfin je dis pas la première au sens la meilleure, mais je veux dire celle qui semble avoir bien pris, c'est les contrats de relance et de transition écologique. Donc j'ai promis à Gwenaëlle que j'enverrai après la liste des sources.
vous trouvez les contrats de transition écologique à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Ce sont des propositions de l'État menées par le ministère de la Transition écologique qui ont été faites aux collectivités territoriales. En quoi ça consiste? Eh bien, un contrat de relance et de transition écologique signé par une collectivité permet d'agir justement, oblige la collectivité à faire de la co-construction et du partenariat et de s'approprier une feuille de route commune qui donne le cap dans le temps, d'apporter de ce fait des réponses concrètes tout en répondant aux grands objectifs nationaux. Mais il y a l'idée là-dedans de se dire, on ne peut pas faire ça tout seul, c'est plutôt au niveau d'une Comcom, ce qu'on appelle les Comcom, les rassemblements de communes au sein des collectivités territoriales. C'est souvent l'idée que dans un premier, il faut choisir en fonction de ses atouts de territoire. Certains seront plus marqués par exemple, l'autosuffisance alimentaire, d'autres sont plus marqués par la gestion de l'eau. Si on est dans un territoire de montagne, ce sera encore autre chose. La plupart du temps, la première étape dans ces contrats, c'est de faire un territoire, ce qu'on appelle démonstrateur. C'est-à-dire, il faut valider, il faut montrer qu'on est en capacité et l'évaluer. Alors, je vous donnerai dans la liste les contrats de relance. Je suis en train de chercher parce que je crois me rappeler, je croyais l'avoir noté, je crois me rappeler qu'il y en a plus de 800. 880 ont été signés depuis 2018. Alors, on pourrait dire qu'on est content. Simplement, c'est toute la difficulté entre écrire une feuille de route et après la mettre en œuvre. Donc, il faut sans cesse relancer les groupes de travail, etc. Mais quand même, déjà avoir une feuille de route éclairée et accompagnée et financée, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une fois que le contrat de relance et de transition écologique est établi, il est financé. Le deuxième outil vers lequel, je ne vais pas m'étendre, mais sachez qu'il existe, c'est quand même le travail de l'ADEME, puisque l'ADEME est là pour épauler les territoires qui veulent s'engager dans la transition écologique. Et puis, je cite un troisième outil qui n'est pas petit, c'est tout ce qui concerne la commande publique. La commande publique, ça représente, je crois, 10%. En 2014, donc les chiffres sont un peu anciens, donc c'est peut-être plus. La commande publique représente 10% du PIB français, ce qui fait 200 milliards d'euros. Donc, si on oblige la commande publique à se réfléchir et à s'aligner sur les objectifs du développement durable, notamment l'agenda 2030, selon la feuille de route de France, mais aussi internationale, on va quand même pouvoir orienter la transformation de manière plus concrète. Et donc, là aussi, je fournirai à Gwenaëlle le dernier document qui vient de se faire, c'est Intercommunalité de France, qui est un réseau des intercommunalités, qui vient de réaliser, en partenariat avec le cabinet d'avocats Landau et Associés, un guide juridique qui est intitulé « Les intercommunalités pilotes d'une commande publique responsable ». Et c'est très intéressant parce qu'on peut, il revisite tout. Et même, il prévoit l'insertion, par exemple, de publics isolés ou discriminés dans la réalisation des travaux, etc. Donc, on a quand même beaucoup d'outils maintenant pour répondre à ces objectifs par ce type d'action. Et la commande publique, déjà, c'est une manière, assez stricte de dire, eh bien, tous les budgets que nous allons engager pour nos réalisations répondront aux objectifs de développement durable. Je termine avec deux exemples, celui de Dijon, parce que je connais mieux la Bourgogne puisque j'y habite. La métropole de Dijon a lancé un projet d'autoconsommation collective d'énergie où il est question que d'ici 2030, il y ait des quartiers
qui soit plus producteur d'énergie que consommateur. Enfin, c'est le principe de l'autoconsommation. Et le premier quartier démonstrateur, c'est la Fontaine-Douche, qui est un quartier QPV, hein, qu'on appelle, sur lequel il y a eu des efforts de la politique de la ville. Et donc, je vous donnerai aussi l'exemple dans la liste. Je regarde si j'ai des choses à vous dire par rapport à ça, mais vous irez le consulter sur le site de France Urbaine. Et enfin, je termine par un témoignage qui est celui de Serge Girard. Serge Girard, c'est un grand sportif qui a traversé les océans pendant toute sa vie. Et maintenant, on a la chance qu'il soit devenu président de la communauté de communes Campagne de Caux, donc en Seine-Maritime. Vous savez, cette belle ville de Grainville, pour ceux qui connaissent la Seine-Maritime. Et je le cite direct parce que on voit toute la force d'un élu quand vraiment il a pris conscience des enjeux et de l'obligation de le faire. Donc, il dit, l'échelon local me semble être le plus adapté pour relever les défis environnementaux car il allie proximité avec les administrés et prise en compte des singularités du territoire. En tant qu'élu local, nous disposons de nombreux leviers d'action. Sur notre canton, l'indice de fréquence de traitement phytosanitaire était l'un des plus élevés de France. Pour le réduire, nous pouvons envisager une aide à l'installation d'agriculteurs pratiquant l'agroécologie, approche vertueuse, luttant aussi contre les inondations et le ruissellement. Le GIEC normand, parce qu'il y a des GIEC qui sont territorialisés, hein, j'ai oublié de vous dire, mais quand même, c'est important aussi de consulter le travail approfondi du GIEC territoire par territoire, nous alerte sur la fragilité de la ressource en eau. Il est vital d'orienter nos politiques publiques vers la sobriété hydrique. On en a parlé avec la personne du Maroc tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour la Seine-Maritime, en renonçant à l'implantation d'un nouveau centre aquatique. Mon expérience de sportif à travers le monde m'a permis d'être encore plus attachée à la protection de notre environnement. Ça, c'est votre apport à vous. Courir dans des pays où le bonheur ne dépend pas de la richesse matérielle m'a fait envisager une nouvelle approche, moins consumériste, plus simple et plus conviviale. J'ai aussi vu que le travail pouvait concilier nécessité et liberté. Les élus de la ruralité que nous sommes ont un rôle essentiel dans la transmission de ces valeurs, particulièrement auprès de notre jeunesse. La résilience doit être portée par tous les élus afin de répondre aux immenses enjeux du début de ce 21e siècle. Voilà, c'est Serge Girard. J'ai fini. Merci beaucoup, Laurence, hein, et merci vraiment pour ton regard, hein, vraiment de terrain, en nous montrant vraiment l'importance et le rôle des acteurs justement locaux dans cette gouvernance territoriale. Là, vu le temps, je propose en fait que l'on pose les questions tout à l'heure dans un second temps. Juste, qu'est-ce que tu en penses, Laurence, d'une formation des élus justement par rapport aux enjeux que tu évoques là sur ces sujets? Il y en a déjà beaucoup. Mais moi, je pense qu'elle est importante quand un territoire a décidé de s'y mettre. C'est-à-dire que il faut partir d'une volonté. Il faut partir d'une volonté territoriale, mais voilà. Mais là, pour le coup, je pense qu'Elisabeth aura sûrement des réponses, puisqu'elle fait aussi beaucoup de formations à des élus. Donc, mais oui, il faut bien sûr. Pas que les élus, hein, aussi les associations, etc. Tout à fait. Ouais. Et là, il y a quelque chose aussi à voir, je pense, entre Ruralliance et ADEX aussi, peut-être par rapport à ça. Merci, Laurence.